Nous sommes connectés avec Margot, membre du collectif de lanceuses d'alerte mères, mineurs éthiques et réseau. Bonjour Margot, merci beaucoup d'accepter de témoigner. Je sais que vos paroles sont rares dans les médias. Vous documentez les dérives sur les réseaux sociaux, en particulier celles qui sont délétères pour la santé mentale des jeunes, comme l'emprise de certains influenceurs. Je vous avais interviewé une première fois à ce sujet, mais aussi le harcèlement en meute. Et puis ces derniers temps, là, vous enquêtez plus particulièrement sur un phénomène, c'est le rôle des adultes dans ce harcèlement de masse que vous observez. Au départ, vous suivez une affaire en fait autour du décès d'un TikToker. Et qu'est-ce que vous découvrez? En fait, dans notre rôle d'observation, on est souvent connecté et donc on a appris le décès d'un TikToker en lien probablement avec des phénomènes de cyberharcèlement. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est que finalement, autour d'un décès probablement lié à des phénomènes de cyberharcèlement, se met en place un autre phénomène derrière de cyberharcèlement de masse, en meute, et mené majoritairement par des adultes. C'est un phénomène qu'on observe et qu'on documente depuis maintenant 6 mois. Ça parce que c'est vrai qu'en général, quand on pense, harcèlement, on imagine les jeunes entre eux. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous pourriez nous dire du profil des harceleurs qui agissent comme ça en meute? Est-ce qu'il y a un profil type, finalement, de harceleur adulte? Nous, ce qu'on constate, en fait, de nos observations, et c'est quelque chose qu'on fera remonter, c'est majoritairement des 25-60 ans, avec une proportion, je pense qu'on est à plus de 95% de femmes, en fait. Ah oui. Et c'est même, oui, c'est même surprenant. Même nous, ça nous a étonnés de faire ces découvertes-là, mais c'est statistique, notamment sur cette affaire-là. On est sur du harcèlement de masse mené. Alors, on va retrouver un leader un peu charismatique, comme dans les situations d'emprise, qui va venir un peu agréger autour de lui une communauté, et une communauté qui va se montrer très agressive. Et en fait, quand on se penche sur ces communautés, on se rend compte que oui, on est à plus de 95% de femmes et de femmes adultes, en fait. C'est-à-dire, ce sont des mères de famille? Des grands-mères aussi, des mères de famille, des grands-mères. Et ça nous interpelle un peu parce que finalement, c'est un sujet dont on n'entend pas parler et qui Ouais. pourtant est là. Et c'est ce qu'on fait remonter, nous, dernièrement, à nos partenaires. On Et leur dit, écoutez, la femme est un harceleur comme un autre. alors, vous parlez d'un leader. Il y a une sorte de mécanique à chaque fois qui se met en place, une méthode. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce leader? Il va exploiter une colère peut-être chez ses mères de famille? Et ses grands-mères, vous Oui, nous en dites fait, on aussi? va. Et des grands-mères. Oui. Ouais. En fait, on va retrouver un peu des mécanismes qu'on a pu observer sur l'influenceuse Ophénia, par exemple, où on a un leader charismatique qui veut défendre une cause, ce qui en soi est très louable, hein, de défendre une cause, mais par contre, les méthodes qui vont être utilisées vont être très discutables. Et souvent, on retrouve voilà, les mêmes mécanismes, on se retrouve sur des canaux privés très peu modérés, type Telegram, on s'agrège tous ensemble et puis on fait monter la sauce en fait autour d'une situation. Et comme on ne peut pas maîtriser sa communauté, un influenceur n'aura jamais la maîtrise totale de sa communauté, bah, selon les humeurs du leader charismatique, s'il est en colère après telle ou telle personne et qu'il se permet de nommer une personne, nous on observe des vagues de cyberharcèlement de la communauté vers la personne désignée comme néfaste, toxique, ou en fait le leader décide de qui vaut la peine ou pas, et Mmh. quand ça vaut pas la peine, on a une meute en fait qui va aller cyberharceler la personne. Quand vous dites une meute, c'est combien de personnes? C'est un réseau de combien de personnes qui peut se constituer comme ça? Alors là, sur le cas qu'on observe en ce moment, on a eu une première communauté sur un canal Telegram avec 35 000 personnes. Ah oui, c'est Et impressionnant. c'est un canal. Oui, ça c'est large. Et là, on est redescendu à une communauté de 17 000 personnes. Après, c'est pas 17 000 personnes qui vont harceler, mais c'est 17 000 personnes qui ont des informations et vers qui on vient chercher des émotions qui pourraient les pousser à avoir des comportements de harceleurs. Et on retrouve aussi dans les phénomènes d'harcèlement de masse des profils harcelés-harceleurs, c'est-à-dire qu'on est harcelé et on se défend numériquement et on devient à notre tour harceleur. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux de vidéo-réponses, d'attaques, et puis les méthodes employées sont illicites, hein. On a beaucoup de doxing, de menaces, de diffamation, et voilà, ça prend des ampleurs assez conséquentes. Nous,
ce qu'on documente, on a dû faire plusieurs signalements Pharos pour des propos suicidaires, de personnes cyberharcelées qui voulaient mettre fin à leur jour. C'est-à-dire que, c'est pas juste un groupe de justiciers ou des personnes qui pratiquent de l'autodéfense. Vous nous dites qu'ils emploient eux-mêmes, donc peut-être des anciens harcelés, emploient eux-mêmes des méthodes de harcèlement, très violentes. Est-ce que vous parlez de signalement, est-ce qu'il y a eu des réponses, justement des institutions, de Pharos? Qu'est-ce qui se passe derrière quand on fait ce type de constat et de dénonciation? Nous, on a un rôle en fait où on fait remonter ce qu'on observe. Donc, on a un rôle de documentation et on fait remonter, on va faire remonter à l'Observatoire de la haine en ligne. On va bien sûr faire des signalements Pharos quand on considère qu'une personne est en danger, on le signale. Après, la justice est saisie et elle fait son travail, mais ce qu'on observe en fait, c'est, d'une façon générale au niveau de la société, on a l'impression que ce qui se passe sur les réseaux, c'est comme si ça se passait dans une galaxie lointaine, alors qu'en fait, on retrouve des comportements illicites qu'on pourrait avoir dans la vraie vie. On va les retrouver de façon dématérialisée finalement sur les réseaux et on trouve que c'est un sujet qui est pas encore assez pris au sérieux alors qu'il y a des conséquences qui sont délétères, voire dramatiques. Il y a quand même plusieurs suicides en France de tiktokers en lien avec le cyberharcèlement et à chaque fois, c'est quand même des communautés d'adultes, hein, qu'on retrouve notamment pour le cas de Mavachou. Mmh. C'était des adultes qui étaient à l'origine de ce cyberharcèlement. Ça nous interroge un peu sur, voilà, qu'est-ce qui est mis en place, comment se positionne la justice aussi vis-à-vis des phénomènes de cyberharcèlement, comment c'est traité? Est-ce que les peines sont appliquées? C'est vrai que quand on regarde un peu dans la littérature judiciaire, des cas de cyberharcèlement, qui passent devant un juge et où il y a des peines, exemplaires, qui sont, appliquées, on en voit très peu et Est-ce que voilà, c'est un nous, c'est vraiment problème cet ensemble de d'observations. justement, est-ce que vous faites un travail de documentation pour peut-être répondre à un problème de preuves, c'est ça? C'est difficile de réunir des preuves? Bah, pour le coup, les preuves, elles sont quand même assez, c'est quand même flagrant ce qui se passe sur Ouais. les réseaux. Vous pouvez l'enregistrer, ça existe. Les plateformes ont des serveurs où vous pouvez remonter, les informations. C'est pas de l'intelligence artificielle. Je veux dire que quelqu'un en live qui cyberharcèle une personne, c'est une vérité. C'est juste que c'est numérique et on a cette sensation que, encore une fois, ce qui se passe sur les plateformes semble très éloigné, de l'opinion publique, même parfois des médias, des décideurs politiques, en fait et nous, on est là pour ramener un peu ce sujet et dire: «Attention, le cyberharcèlement, c'est très bien de mettre en place des outils pour les jeunes et de faire de la prévention, mais pensez aux adultes qui sont quand même, des harceleurs en puissance aussi, avec des méthodes et des moyens qui ne sont pas ceux de la jeunesse aussi». Et les plateformes, elles, apportent une réponse? J'ai peur de votre réponse d'ailleurs. Oui, alors, elles ont apporté des réponses, parce qu'on a sollicité les signaleurs de confiance qui, eux, ont une légitimité auprès des plateformes, que nous, on a à notre façon et il y a eu des réponses qui ont été données. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte que dans la durée, les bannissements de comptes, ça va se faire une fois, peut-être 2 fois, mais après, c'est comme si on laissait faire, finalement. Mais on se rend compte aussi que le drama, parce que c'est une sphère à part entière sur les réseaux, hein, tout ça, ces cyberharcèlement de masse rentre dans la sphère drama des réseaux et bah, ça rapporte. Voilà, ça rapporte et ça génère du flux, ça génère des vues, ça génère de l'argent. Donc encore une fois, on s'interroge sur le rôle des plateformes et sur leur vraie volonté de modérer leur contenu, quoi. Ouais, d'autant plus, depuis qu'on a eu accès quand même, au dossier, sorti par Frances Haugen qui montrait que, bah, certaines plateformes, en l'occurrence, les plateformes de Meta, avaient connaissance, hein, de ces phénomènes et préféraient effectivement ne pas mettre tous les moyens pour les endiguer. Merci beaucoup Margot. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Mères, Mineurs, Éthique et Réseau. Merci d'avoir soulevé ce sujet important de société avec nous.